du congrès des maires, puisqu'il s'est achevé hier, il a eu lieu toute la semaine et c'est Elisabeth Borne qui a prononcé le discours de clôture avec quelques annonces pour donner aux maires le pouvoir d'agir. Jonathan Dupriez. En l'absence d'Emmanuel Macron au congrès des maires, le discours de la première ministre était très attendu. Devant les édiles, Elisabeth Borne a annoncé plusieurs mesures pour leur redonner, dit-elle, les moyens d'agir. Une manière pour l'exécutif de tendre la main aux maires très éprouvés par un enchaînement de crises. Nous devons rendre l'action publique plus simple, plus lisible et plus efficace. Notre premier enjeu, c'est de permettre un dialogue renforcé et continu entre l'État et vous. Principale annonce de la première ministre, l'augmentation de 100 millions d'euros de la dotation de l'État aux collectivités. Une rallonge qui s'ajoutera aux 220 millions supplémentaires inscrits dans le budget en cours d'examen au Parlement. Aussi, je vous annonce que j'ai décidé d'augmenter la DGF des communes de 100 millions d'euros supplémentaires. La hausse atteindra donc 320 millions d'euros l'année prochaine. Vous l'avez souhaité, nous le faisons. En 2024, la DGF des communes augmentera au même rythme que l'inflation. Devant les maires, Elisabeth Borne a aussi promis le maintien de l'amortisseur du prix de l'électricité. Un dispositif permettant aux collectivités d'économiser 1 milliard d'euros cette année. Si ces mesures de soutien financier ont été saluées, l'Association des maires de France réclame surtout un nouvel acte de décentralisation, que l'État laisse aux communes plus de liberté pour agir. Imaginez, Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, tout ce que nous pourrions faire si l'État nous faisait enfin confiance. Nous proposons que la France sorte de cette matrice recentralisatrice. Ce que nous vous proposons, et ce que je vous propose ici, au nom des maires de France, c'est d'oser la liberté. En réponse à ces inquiétudes, Elisabeth Borne a annoncé pour le printemps un projet de loi de décentralisation sur le logement, de quoi donner aux élus locaux de nouveaux leviers sur la maîtrise du foncier ou encore sur l'encadrement des meublés de tourisme. Et on va revenir sur ce discours d'Elisabeth Borne, mais Jean-Baptiste, d'abord peut-être un mot un peu plus général sur le bilan de ce congrès. Quel bilan on peut en faire ? Le bilan est globalement positif, si je puis me permettre l'expression, dans le sens où la moisson d'argent public est quand même venue en clôture de ce congrès. Les maires ont eu gain de cause sur un certain nombre de leurs requêtes. Donc voilà, on est toujours dans un jeu de rôle assez traditionnel, c'est-à-dire qu'on a l'Association des maires de France qui fait monter la pression, qui dénonce une hyper centralisation. Et puis finalement, on se retrouve à la fin avec un résultat Michèvre-Michou par définition. C'est-à-dire que l'État donne un peu, les maires auraient souhaité un peu plus. Mais ce qui est fascinant dans le système français, et on l'a vu encore lors de ce congrès, c'est-à-dire que les maires réclament une forme d'indépendance vis-à-vis de l'État. Mais finalement, c'est la Première ministre qui vient conclure les travaux. Monsieur Lisnard est très heureux que 16 ministres soient passés porte de Versailles. Donc on est quand même toujours et encore dans le même monde. Une forme de paradoxe, Arnaud ? Je ne sais pas si c'est une forme de paradoxe. J'allais dire oui, ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un jeu traditionnel que l'on rencontre lors de tous les salons et les congrès des maires. La réalité, c'est que en fait, la difficulté des maires, c'est pas seulement, bien évidemment, le problème des ressources. Mais ça en est une, mais c'est pas la seule. C'est que d'abord, le premier point, c'est qu'ils sont confrontés du fait que leur mandat soit un mandat de proximité à quasiment tous les problèmes de la société française. Les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité, et c'est eux qui, j'allais dire, en sont les réceptacles en première ligne. Ce sont les élus de première ligne, les maires, d'une certaine façon. Et donc, déjà, il y a cette difficulté qui est liée quand même à une forme de dégradation, malgré tout, de la société française. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la relation avec l'État et la complexité de notre système, quand même, administratif. Le gros problème aussi, il est lié, si vous voulez, un maire n'a pas les mêmes problèmes en fonction de la nature de sa commune, de la taille de sa commune. La grande difficulté, elle est aussi dans la ruralité. On le voit bien, un certain nombre de maires ruraux dans des petites communes aujourd'hui, finalement, n'ont plus tellement de moyens d'agir parce que le pouvoir est d'une certaine manière ailleurs. Il est notamment au niveau des intercommunalités. Ensuite, c'est vrai que quand même, on a vécu depuis un certain nombre d'années une entreprise de recentralisation, de remainmise de l'État sur, j'allais dire, les prérogatives des maires. Donc tout ça crée un malaise.
Alors, qu'il y ait des nouvelles positives en matière, j'allais dire, de ressources budgétaires, c'est évident que pour les élus et pour les maires, c'est un point positif, mais à mon avis, c'est pas suffisant pour, quelque part, apaiser leur malaise. Quentin ? Oui, et c'est vrai que pendant 3 jours, on a eu toutes ces tables rondes au congrès de la Porte de Versailles où les maires ont pu faire la liste très longue de leurs revendications. Alors certes, c'est aussi un jeu avec l'exécutif, on demande beaucoup de choses et on espère à la fin avoir quelques annonces, mais on voit qu'il y a quand même un sentiment général, une morosité face à ces complexités de normes, face aux difficultés aussi avec les agressions d'élus, les émeutes de juin dernier, aussi cette complexité de la relation avec le concitoyen, de plus en plus exigeant. Des problèmes qui sont quasiment des problèmes de société que les maires ont à gérer. Et face à cela, on a des mesures très techniques, des plans avec les agences mentionnées, etc. Et on a une salle qui attend tellement et qui est tellement face à une complexité, une morosité, que ce discours peut paraître petit bras pour des maires qui, pendant 3 jours, ont évoqué tous ces sujets en congrès. Oui, Elisabeth Borne a dit l'État ne doit pas être une machine froide. Et en entendant son discours, on a quand même parfois eu ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'elle a égrené toute une série de mesures techniques, mais elle a dit elle-même qu'elle était élue, je l'avais oublié, je dois bien vous dire, dans le Calvados, puisqu'elle était élue députée, mais elle n'a pas cette fibre-là, même si elle a été préfète pendant un court temps de sa carrière. Elle ne parle quand même pas tout à fait la même langue que les petits élus, les élus ruraux, je dis ça sans forme péjorative évidemment, et effectivement il y avait quand même une forme de dialogue de sourds de ce point de vue-là. En revanche, avec les associations d'élus, elle sait mettre de l'huile dans les rouages, elle a une approche un peu social-démocrate d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle donne du grain à moudre aux élus, comme on pouvait jadis en donner aux syndicats, et de ce point de vue-là, ça fonctionne bien, c'est plutôt une femme de parole. Il y a une forme de contrat de confiance qui est en train de se créer avec les élus locaux. Oui, alors c'est vrai que, si vous voulez, le processus de technocratisation de la politique a vraisemblablement éloigné les élus locaux dans leur relation avec le pouvoir. Elle est loin à l'époque où nous avions des présidents de la République qui avaient été élus locaux. Je pense à Jacques Chirac ou même à François Mitterrand, qui a quand même été un grand décentralisateur. Il faut s'en souvenir. Et peut-être le plus grand décentralisateur de la Ve République. Et Éric Orsenna, il disait qu'on devrait interdire aux présidents de la République de se présenter s'ils n'ont pas été élus locaux avant. J'irai pas jusque-là. Je pense pas que ça soit, je veux dire, une solution. Mais c'est vrai que, malgré tout, c'est une expérience. Et l'une des spécificités, si vous voulez, d'Emmanuel Macron et finalement de son système politique, c'est que lui-même n'a pas été élu local, jamais. Il a un cursus qui n'est pas du tout le cursus honorum républicain que l'on connaît, c'est-à-dire celui où l'on franchit toutes les étapes d'élu local à conseiller général, comme on disait à l'époque, conseiller départemental, député, responsable politique national, ce qu'avait fait d'une certaine manière Jacques Chirac, même s'il avait un parcours quand même, il faut s'en souvenir, de hauts fonctionnaires. Et donc, il a vraisemblablement un déficit d'approche. Et c'est vrai que les relations quand même avec le monde des élus locaux depuis 2017 sont des relations qui n'ont jamais été très simples. D'autant plus que c'est ça, le paradoxe, il est là, c'est que Macron quand même avait vendu plutôt, lorsqu'il était candidat en 2017, il faut toujours revenir aux origines quand même, c'est important, plutôt un discours qui était un discours assez allant sur la décentralisation. Il avait parlé du fameux pacte girondin. Et manifestement, quelque part, est-ce que c'est sa jeunesse chevènementiste qui est revenue d'une certaine manière dans ses réflexes? Ce n'est pas un président de la République qui est un président de la République décentralisateur. Pas du tout, en l'occurrence. Par contre, ce qui est aussi quand même, ce qu'il faut noter, c'est que chaque fois qu'il y a eu des grandes crises dans son mandat, je pense à la crise des Gilets jaunes, je pense aussi à la crise sanitaire, il y a toujours eu quand même un retour à un moment donné vers l'échelon local, comme si l'échelon local était considéré comme l'échelon qui allait permettre d'amortir la crise. Alors donc il y a ce paradoxe, je crois, aujourd'hui dans le mandat macronien.
On va parler de la décentralisation. Avant de parler de la mission verte, Quentin, un mot, puisque Emmanuel Macron, qui a reçu les maires mercredi à l'Élysée, il a promis une décentralisation réelle et audacieuse. La décentralisation, il en parle depuis quasiment le premier mois de son premier mandat de 2017. Oui, ça revient comme une antienne. Effectivement, à chaque crise, on se souvient qu'au moment des Gilets jaunes, il promettait un grand acte de décentralisation. Bon, là, on est simplement au stade de la mission qu'il a confiée à Éric Woerth. Il faut attendre les conclusions au mois de mai. Les maires, évidemment, s'impatientent. On ne voit pas exactement ce qui se dessine. Il fait un certain nombre de constats sans doute justes. À l'Élysée mercredi, il dit notamment que les départements, par exemple, touchent principalement ce qu'on appelle les frais de notaire, enfin les droits de mutation à titre onéreux, alors qu'ils ont des compétences sociales. Donc il y a un lien entre les recettes et le champ de compétences des collectivités qui n'est pas du tout lumineux pour le contribuable. Donc est-ce qu'il va renverser la table? C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on est quand même à 2 ans et demi de la fin du mandat. On parle de réformes de structure très très lourdes. On se souvient que Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont quand même en partie cassés les dents sur ces réformes-là. François Hollande voulait supprimer le département. Ouais. Et on sent que chez Emmanuel Macron, c'est encore le maillon faible, quand même, le département. Oui, et justement, c'est vrai que cette mission à Éric Woerth, dont on attend le rapport pour le mois de mai, elle vient brouiller le message de ce que veut exactement le président de la République. Les élus locaux, eux, ils veulent faire le plus simple possible, qu'il n'y ait surtout pas de Big Bang territorial. Sauf que lorsque vous voulez simplifier les strates et revoir les compétences et qui fait quoi, parce que les Français ne savent plus qui fait quoi, vous allez forcément devoir faire une forme de mini, même Big Bang territorial. Et ça, les élus locaux n'en veulent pas. On voit qu'on est toujours en train de corriger les dernières lois de décentralisation du quinquennat Hollande. Donc là, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Il y a cette ambition, il y a cette feuille de route avec des missions précises à Éric Woerth et les élus locaux qui sont perdus dans exactement ce que veut faire le chef de l'État. C'est vrai que la question de la simplification est essentielle. Parce que on le voit bien, d'abord au niveau des administrés, des électeurs et des électrices, qui aujourd'hui, pour eux, la carte administrative telle qu'elle est dessinée est très peu lisible. Donc il va falloir à un moment donné faire des choix. Alors les élus locaux veulent peut-être pas un Big Bang, certes, mais ça sera difficile, si vous voulez, de passer à une étape supérieure de décentralisation si au préalable on ne simplifie pas. C'est, me semble-t-il, une des conditions absolument essentielles. Et d'ailleurs, il y a quelques années, je me souviens, nous, dans la revue politique et parlementaire, on avait consacré un dossier aux collectivités locales. On avait fait réaliser un sondage du point de vue des maires, et notamment des maires des petites communes. Par rapport à l'intercommunalité, au phénomène de l'intercommunalité, ce que l'on pouvait noter, c'est que, y compris chez les maires des petites communes, il y avait un phénomène fortement déceptif par rapport justement au processus d'intercommunalité. Parce que d'abord, ils ne s'y retrouvaient pas. D'abord, ils ne s'y retrouvaient pas parce qu'ils sentaient qu'ils perdaient un certain nombre de prérogatives qui leur réchappaient. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ils trouvaient eux-mêmes les structures qui sont les nôtres aujourd'hui parfaitement illisibles. Donc, il y aura quand même une nécessité de ce point de vue-là. Et là-dessus, Macron a raison. Le problème, on fait comment ensuite? Et on fait comment? Et il faut qu'il le fasse en construisant un consensus et un compromis avec les élus. C'est toute la difficulté de l'exercice. On va parler du nerf de la guerre, la question financière, puisqu'Elisabeth Borne, ça fait partie de ses annonces hier, Quentin. Voilà, c'est le chiffre clé du discours d'hier. 100 millions d'euros pour les communes en 2024, une rallonge pour la principale dotation que touchent les communes, la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Avec ces 100 millions, le gouvernement dit aligner la hausse de cette DGF sur l'inflation, puisque le budget contenait déjà une hausse de 220 millions d'euros, Oriane. Autre annonce, elle concerne les hausses des prix de l'énergie. Voilà, une aide importante. Je propose d'écouter la Première ministre hier. Le gouvernement continuera à aider les collectivités face au coût de l'énergie. L'amortisseur du prix de l'électricité sera maintenu en 2024. Voilà, ça représente une somme de 1 milliard d'euros que n'auront pas à payer les communes. C'est ce qu'a expliqué hier la Première ministre. Écoutez au micro de Public Sénat la réaction du président de l'Association des maires.
La mesure la plus forte qui a été annoncée par Madame la Première ministre, c'est celle sur l'amortisseur énergétique. Alors il est vrai qu'on paye les errements de la politique énergétique du précédent gouvernement, et des deux précédents gouvernements, d'ailleurs, le démantèlement de la filière nucléaire qui avait été annoncé. Bon, maintenant il y a rétropédalage, ce qui fait que on est dans la situation dans laquelle nous sommes, donc il est normal que l'État assume ses décisions, mais c'est une décision forte qu'elle a annoncée, oui, que nous demandions depuis l'été dernier. Voilà, des annonces concrètes, on l'entend plutôt saluées par les maires avant une réflexion de plus longue haleine, lancée également hier la refonte de la DGF, de son calcul. Même chose dans les prochains mois sur d'autres dossiers qui ont été ouverts, le statut de l'élu ou encore la décentralisation de la compétence logement. Ça fait partie des annonces qu'on a retenues d'hier. Jean-Baptiste, sur le plan financier, elle a répondu aux attentes des maires ? Oui, elle a répondu en partie aux attentes des maires. Et puis Emmanuel Macron, vous l'avez dit, avait ouvert un peu la voie à l'Élysée mercredi en annonçant une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Alors ça, c'est un peu comme le millefeuille territorial. C'est-à-dire qu'il y a toujours des perdants et des gagnants. Donc c'est une réforme à haut risque, un serpent de mer dont on parle depuis près de 40 ans. Donc là, il se lance vraiment dans un grand chantier. Il est plutôt habile, Emmanuel Macron, puisqu'il a confié ce chantier-là. Il a transmis d'une certaine façon la patate chaude au comité des finances locales, présidé par André Léniel, qui n'est pas l'un de ses amis, mais qui va devoir quand même agir et qui s'est montré hier plutôt favorable à une réforme de ce type-là, si j'ai bien compris. Oui, sur le plan financier, les maires se désolent, voire s'énervent, du fait qu'il y a une rupture de lien fiscal, notamment depuis la suppression de la taxe d'habitation, Arnaud. Oui, clairement, mais si vous voulez, l'annonce en tout cas qui a été faite hier sur l'amortisseur énergétique, de ce point de vue-là, une bonne nouvelle. Mais je ne pense pas qu'elle résolve l'ensemble des difficultés, évidemment, financières des communes. En plus, il y a un autre problème, si vous voulez, un problème de fond qui dépasse le stade des communes, c'est qu'aujourd'hui, on le sait très bien, il y a des inégalités territoriales. Il y a une concurrence presque entre territoires. Et l'une des difficultés quand même de la décentralisation, c'est que la décentralisation a accentué la concurrence entre les territoires. Elle a renforcé les inégalités entre territoires. Donc ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, on le voit, toutes les études l'ont démontré. Il y a des territoires qui sont plus attractifs historiquement que d'autres et qui s'en sortent mieux que d'autres. Donc, l'un des vrais sujets, à mon sens, qui sera sur la table dans les mois et dans les années à venir, c'est que comment on arrive d'une certaine façon à, en effet, décentraliser, mais en assurant la cohésion territoriale. Et la crise des Gilets jaunes que l'on a vécue il y a maintenant près de 3 ans ou 4 ans. 5 ans même. 5 ans même, excusez-moi, 5 ans, oui, on en a parlé la semaine dernière, démontre que c'est un sujet qui est un sujet encore extrêmement saillant. Ouais, et sur le mal-être des maires, puisqu'on en a aussi beaucoup parlé, notamment dans ce congrès, Jean-Baptiste, avec ce chiffre de démission des élus locaux, une 40aine par mois, dit David Lisnard. Est-ce que là, la Première ministre a apporté des réponses ? Elle a parlé notamment d'une enveloppe pour les indemnités des élus des communes rurales. Enveloppe quand même assez minime, on parle de 15 millions, de 15 millions d'euros. Il y a un plan qui va être présenté dans les prochaines semaines par la ministre déléguée aux collectivités. On sait que le Sénat va sans doute déposer son propre texte. Donc il y a une volonté de prendre cette question-là à bras de corps, mais quand même, je veux dire, les indemnités, ça reste quand même une bombe politique potentielle. C'est toujours difficile d'augmenter les indemnités des élus, surtout à un moment où nos concitoyens quand même tirent la langue avec un pouvoir d'achat amputé par l'inflation. Il y a une vraie affection des Français pour leur maire. Ils ont une vision parfois un peu tronquée. C'est un peu l'image d'Épinal du maire du village, du chef du village qui décide quand même de plus grand chose. Vous le disiez. Enfin, il célèbre les mariages et il gère le cimetière. Souvent le maire dans les petites communes. Non, je suis pas dur. C'est ce que disent les maires. C'est ce que disent les maires eux-mêmes. Et ils en souffrent. Effectivement, il y a une technocratisation très très forte des collectivités locales avec des intercommunalités parfois gigantesques de 100-150 communes. Et dans ces intercommunalités, les élus n'ont plus voix au chapitre. C'est l'administration qui souvent est aux commandes. D'où cette demande de pouvoir d'agir. Oui, bien sûr. Est-ce que du coup, ça crée des inquiétudes ou ça doit alerter en tout cas sur la vivacité de la démocratie locale aujourd'hui, Arnaud ? Oui, moi je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi bien enracinée que le laisse paraître un certain nombre de sondages, parce qu'il faut vraiment se méfier des effets d'optique. D'abord, il y a quand même un phénomène. Alors, il ne faut pas prendre évidemment en référence le vote des dernières municipales qui s'est, produit dans un contexte qui est le contexte de la crise sanitaire.
Mais il y a quand même, malgré tout, là aussi, on le regarde, alors, sauf dans les communes rurales, une démobilisation électorale qui touche aussi les élections locales. Ensuite, on voit que, si vous voulez, les élus locaux sont aujourd'hui extrêmement pris à partie. Parce que, si vous voulez, la difficulté d'un maire, c'est qu'il a une double casquette. Un maire, il est à la fois le représentant de l'État, et il est aussi le représentant de ses administrés. Il ne faut jamais l'oublier administrativement. Et en tant que représentant de l'État, en effet, il est, comme on dit de manière très triviale, à portée de baffe. Et on voit qu'il y a un problème quand même de démocratie locale. Le principal, par exemple, problème de démocratie locale aujourd'hui, c'est l'intercommunalité. Si vous voulez, à un moment donné, nous avons des EPCI qui ont de plus en plus de prérogatives, qui ont de plus en plus de compétences, mais qui quand même ne sont pas élus au suffrage universel direct. Donc ça aussi, le mode de désignation, alors ils sont fléchés pour certains d'entre eux, mais le mode de désignation de ces élus qui aujourd'hui disposent d'un certain nombre de prérogatives extrêmement importantes, ça aussi c'est une question qu'il faudra se poser si on veut approfondir la démocratie locale. Ouais. Un mot de conclusion, Jean-Baptiste. Oui, la participation chute effectivement à chaque élection. Alors ça a été plus fort la dernière fois, mais c'est quand même un phénomène assez massif. Mes confrères du Courrier des maires avaient interrogé il y a quelques années les Français. On leur a demandé quel était le nom de leur maire. Et bien on s'aperçoit qu'il n'y en avait que 50% qui savaient le nom de leur maire. Donc il y a vraiment une fracture de ce type-là. Et je vous dis un dernier mot aussi sur le phénomène qu'on a constaté aux élections sénatoriales. Le boost des maires, il s'est exprimé aussi dans les urnes, dans des départements comme la Seine-et-Marne, où il n'y a aucun maire Front National, enfin Rassemblement National, et ben on a vu un sénateur RN élu quand même. Les trois, oui.